Qui sont les plus grands guerriers de l'histoire de France? On pense tout de suite au Chevalier Bayard ou à Bertrand du Guesclin, mais il y en a d'autres moins populaires et tout aussi impressionnants. Je vais vous en présenter 10. Bien sûr, il y en a plein d'autres, et si je ne parle pas de votre préféré, n'hésitez pas à le citer en commentaire. Roland, figure légendaire de l'histoire médiévale française, est devenu l'un des symboles les plus emblématiques de la chevalerie et de l'héroïsme dans la culture occidentale. Son histoire est un mélange de réalité et de légende. Né vers 736, Roland était le neveu de Charlemagne, roi des Francs et futur empereur d'Occident. Il fut nommé préfet de la Marche de Bretagne, une position stratégique importante pour la défense du royaume franc. Cependant, c'est son rôle dans la campagne espagnole de Charlemagne qui allait le rendre célèbre. En 778, Charlemagne mena une expédition en Espagne pour soutenir les gouverneurs musulmans rebelles contre l'émir de Cordoue. Bien que cette campagne fût un échec militaire, elle donna naissance à la légende de Roland. Lors du retour en France de l'armée franque, l'arrière-garde, commandée par Roland, fut attaquée dans les Pyrénées, probablement par des Basques. Cette embuscade, connue sous le nom de bataille de Roncevaux, devint le point focal de la légende de Roland. Selon la chanson de Roland, un poème épique du XIe siècle, Roland se battit vaillamment contre des forces musulmanes écrasantes. Refusant d'abord de sonner son olifant pour appeler des renforts, considérant cela comme un acte de lâcheté, il finit par le faire, mais trop tard. Il mourut héroïquement sur le champ de bataille. Bien que les détails historiques de la bataille soient limités, la légende de Roland a grandi au fil des siècles. Il est devenu le parangon du chevalier chrétien, incarnant les valeurs de courage, de loyauté et de sacrifice. La grandeur de Roland en tant que guerrier réside moins dans ses exploits militaires réels que dans l'idéal qu'il est venu à représenter. Il symbolise la bravoure face à des forces insurmontables, la fidélité à son suzerain et à sa foi, et la volonté de se sacrifier pour une cause plus grande que soi. Ces qualités en font un modèle pour les chevaliers et les guerriers à travers les âges. Bien que la bataille de Roncevaux soit la seule bataille spécifique associée à Roland dans les sources historiques, la légende lui attribue de nombreux autres exploits. Dans la chanson de Roland et d'autres œuvres médiévales, il est dépeint comme un guerrier invincible, capable de vaincre des armées entières et de pourfendre des rochers avec son épée Duranda. Bertrand du Guesclin, né vers 1320 en Bretagne et mort en 1380, fut l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Surnommé le Dogue Noir de Brocéliande, il s'est illustré comme un grand stratège militaire exceptionnel pendant la guerre de Cent Ans. Issu d'une famille de petite noblesse bretonne, du Guesclin se fit remarquer dès sa jeunesse par sa bravoure et son habileté au combat. Il commença sa carrière militaire en participant à la guerre de succession de Bretagne, où il se distingua par ses tactiques de guérilla innovantes. Sa réputation grandissante attira l'attention du roi de France Charles V, qui le nomma capitaine général en Normandie et en Île-de-France en 1364. Cette même année, du Guesclin remporta l'une de ses plus grandes victoires à la bataille de Cocherel, défaisant les troupes anglo-navarraises et consolidant ainsi le pouvoir de Charles V. En 1365, il mena avec succès une expédition en Espagne pour soutenir Henri de Trastamare contre Pierre le Cruel. Bien qu'il fût fait prisonnier à la bataille de Nájera en 1367, il parvint à se libérer et à reprendre le combat. En 1369, il contribua de manière décisive à la victoire d'Henri de Trastamare à la bataille de Montiel. De retour en France, du Guesclin fut nommé connétable en 1370, la plus haute fonction militaire du royaume. Il mit alors en œuvre une stratégie de reconquête méthodique des territoires occupés par les Anglais. Évitant les grandes batailles rangées, il privilégia une guerre d'usure, multipliant les escarmouches et les sièges. Cette stratégie s'avéra payante. Du Guesclin reconquit progressivement le Poitou, la Saintonge, le Périgord et une grande partie de la Guyenne. Il remporta des victoires significatives, notamment à Pont-Valin en 1370 et à Chizé en 1373. Du Guesclin se distingua non seulement par ses talents militaires, mais aussi par son sens de l'honneur et sa loyauté. Bien que d'origine modeste, il s'éleva aux plus hautes fonctions, grâce à son mérite et à sa valeur au combat. Sa mort en 1380, alors qu'il assiégeait la forteresse de Châteauneuf de Randon, fut un moment de deuil national. Selon la légende, la garnison assiégée, apprenant sa mort, déposa les clés de la forteresse sur son cercueil en signe de respect. Bertrand du Guesclin fut un grand guerrier de l'histoire de France pour plusieurs raisons. Son génie tactique et stratégique permit de renverser le cours de la guerre de Cent Ans en faveur de la France. Ses innovations en matière de guerre, de guérilla et de siège influencèrent profondément l'art militaire de son époque.
De plus, son parcours exceptionnel, de simple écuyer à connétable de France, en fit un symbole de la méritocratie et de l'ascension sociale par le talent et la bravoure. Le Grand Ferré est une figure emblématique de la guerre de Cent Ans, dont l'histoire mêle faits historiques et légendes. Né au début du XIVe siècle à Rivecourt dans l'Oise, il était un simple paysan qui devint un héros populaire grâce à ses exploits contre les Anglais. L'histoire du Grand Ferré se déroule principalement en 1359, pendant une période particulièrement difficile de la guerre de Cent Ans. À cette époque, la France était ravagée par les chevauchées anglaises et de nombreux châteaux étaient tombés aux mains de l'ennemi. C'est dans ce contexte que le Grand Ferré entre en scène. La principale bataille associée au Grand Ferré est la défense de Longueuil-Sainte-Marie. En mai 1359, une bande de soldats anglais s'empara du château de cette commune. Les paysans des environs, dont le Grand Ferré, décidèrent de se réfugier dans une forteresse improvisée près de l'abbaye Saint-Corneille. Sous la direction du capitaine des paysans, Guillaume Laloux, qui n'est autre que le Grand Ferré, ils organisèrent la résistance. Le Grand Ferré se distingua particulièrement lors de cette bataille. Doté d'une force physique exceptionnelle et maniant une énorme hache, il aurait à lui seul tué plus de 40 ennemis. Sa bravoure et sa puissance inspirèrent ses compagnons, qui réussirent à repousser les assaillants et à reprendre le château de Longueuil-Sainte-Marie. Après cette victoire, le Grand Ferré continua à combattre les Anglais. Selon la légende, même malade et alité, il aurait réussi à tuer 8 ennemis venus l'attaquer chez lui. Il mourut peu après, probablement de la fièvre qui l'avait affaibli. Le Grand Ferré est considéré comme un grand guerrier de l'histoire de France pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il incarne la résistance populaire face à l'envahisseur. À une époque où la noblesse française subissait de cuisantes défaites, ce simple paysan a montré qu'il était possible de tenir tête aux Anglais. Sa bravoure et sa force physique exceptionnelle en ont fait un héros populaire, symbole du courage du peuple français. De plus, le Grand Ferré représente l'émergence d'une conscience nationale française. À travers son histoire, on voit des paysans s'organiser pour défendre leurs terres, non plus seulement au nom de leur seigneur, mais au nom de la France. Il préfigure ainsi le rôle que jouera le peuple dans les futures guerres nationales. Étienne de Vignoles, plus connu sous le nom de La Hire, fut l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France pendant la guerre de Cent Ans. Né vers 1390 en Gascogne, il se distingua par sa bravoure et ses talents militaires exceptionnels. La Hire commença sa carrière militaire comme capitaine de routier, menant des bandes armées dans le sud-ouest de la France. Il se mit au service du dauphin Charles, futur Charles VII, vers 1418, devenant l'un de ses plus fidèles capitaines. Sa réputation de guerrier féroce et intrépide lui valut le surnom de La Hire, probablement dérivé de lyre, la colère, en raison de son tempérament fougueux. Parmi les grandes batailles auxquelles La Hire participa, on peut citer le siège de Montargis en 1427, où La Hire, aux côtés du comte de Dunois, réussit à briser le siège anglais, remportant une victoire importante pour le moral des Français. La bataille des Harengs en 1429, bien que cette bataille fût une défaite pour les Français, La Hire y démontra son courage en tentant d'intercepter un convoi de ravitaillement anglais. Le siège d'Orléans en 1429, où aux côtés de Jeanne d'Arc, La Hire joua un rôle crucial dans la libération de la ville, un tournant majeur de la guerre de Cent Ans. À la bataille de Patay en 1429, où La Hire commanda l'avant-garde française lors de cette victoire décisive contre les Anglais. Et puis le siège de Paris en 1429. Bien que l'assaut fût un échec, La Hire se distingua par sa bravoure. La Hire continua à combattre pour Charles VII après la capture de Jeanne d'Arc, participant à de nombreuses campagnes pour reconquérir les territoires occupés par les Anglais. Il fut nommé bailli de Vermandois en 1435, reconnaissance de ses services loyaux. Ce qui fait de La Hire un grand guerrier de l'histoire de France, c'est non seulement sa bravoure légendaire et ses talents militaires, mais aussi sa fidélité indéfectible à la cause française dans les moments les plus sombres de la guerre de Cent Ans. Il incarna l'esprit de résistance face à l'envahisseur anglais, inspirant ses hommes par son courage et sa détermination. La Hire était également connu pour son franc-parler et son mépris des conventions, n'hésitant pas à s'adresser au roi comme à un simple compagnon d'armes. Cette attitude, loin de lui nuire, renforça sa réputation de guerrier authentique. Bien que moins célèbre que Jeanne d'Arc, La Hire joua un rôle tout aussi crucial dans le redressement militaire de la France. Sa carrière illustre la transformation des capitaines de routiers en véritables chefs de guerre au service de la couronne, préfigurant l'émergence d'une armée royale permanente. La Hire mourut en 1443 à Montauban,
laissant derrière lui une réputation de guerrier indomptable et de serviteur loyal de la couronne de France. Son nom a perduré dans l'histoire, notamment à travers la carte du valet de cœur qui lui est traditionnellement associée dans les jeux de cartes français. Pierre Terrail de Bayard, surnommé le chevalier sans peur et sans reproche, est l'un des plus illustres guerriers de l'histoire de France. Né vers 1476 dans le Dauphiné, il incarna l'idéal chevaleresque à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Bayard commença sa carrière militaire comme page du duc de Savoie avant d'entrer au service du roi de France Charles VIII. Il se distingua rapidement par sa bravoure et son habileté au combat, notamment lors des guerres d'Italie. Parmi ses faits d'armes les plus célèbres, on peut citer la bataille de Fort-Novo en 1495, où le jeune Bayard captura une enseigne ennemie, attirant l'attention du roi. Mais le fait le plus célèbre reste probablement le combat du pont de Garigliano en 1503, où Bayard défendit seul le pont contre les Espagnols, permettant à l'armée française de se replier en sécurité. Vient ensuite le siège de Padoue en 1509, où il se distingua par sa bravoure, combattant aux côtés de l'empereur Maximilien. La journée des Éperons en 1513 est également une bataille qui fut une défaite pour les Français, mais Bayard couvrit la retraite de l'armée avec courage. Et pour finir, on peut citer la défense de Mézières en 1521, où Bayard résista avec succès au siège des troupes de Charles Quint, sauvant la ville. Bayard participa à de nombreuses autres campagnes, servant successivement sous les rois Charles VIII, Louis XII et François Ier. Il fut mortellement blessé en 1524 lors de la retraite de Romagnano, mourant en héros face à l'ennemi. Ce qui fait de Bayard un grand guerrier de l'histoire de France, c'est non seulement sa bravoure exceptionnelle et ses talents militaires, mais aussi ses qualités morales. Il incarnait les vertus chevaleresques de loyauté, de générosité et d'honneur. Sa réputation d'intégrité était telle qu'on lui confia souvent des missions diplomatiques délicates. Bayard était admiré, même par ses ennemis, pour sa courtoisie et son sens de l'honneur. Il refusait de participer au pillage des villes conquises et traitait ses prisonniers avec humanité. Ses qualités lui valurent le surnom de chevalier sans peur et sans reproche. Son influence sur l'art militaire fut également significative. Il excellait dans les combats singuliers et les charges de cavalerie, mais savait aussi s'adapter aux nouvelles techniques de guerre, notamment l'utilisation croissante de l'artillerie. La mort héroïque de Bayard face à l'ennemi consolida sa légende. Jean de Valette, né en 1495 et mort en 1568, fut l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France, principalement connu pour son rôle de grand maître de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem et sa défense héroïque de Malte contre l'Empire ottoman. Issu d'une famille noble du Quercy, Jean de Valette rejoignit l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à l'âge de 20 ans. Il gravit rapidement les échelons de l'ordre grâce à sa bravoure et ses compétences militaires. Sa carrière fut marquée par de nombreux faits d'armes contre les barbaresques et les Ottomans en Méditerranée. La bataille la plus célèbre et la plus importante de sa carrière fut le Grand Siège de Malte en 1565. Devenu grand maître de l'ordre en 1557, Valette, alors âgé de 70 ans, dirigea la défense de l'île contre une armée ottomane largement supérieure en nombre. Pendant près de 4 mois, il résista aux assauts répétés des forces de Soliman le Magnifique, faisant preuve d'un courage et d'une détermination exceptionnelle. Malgré les bombardements incessants, des attaques terrestres et maritimes, et des pertes importantes, Valette refusa de capituler. Il inspira ses troupes par son commandement, participant personnellement au combat, malgré son âge avancé. Sa stratégie défensive, combinée à l'arrivée tardive de renforts siciliens, permit finalement de repousser les Ottomans, marquant un tournant décisif dans la lutte pour le contrôle de la Méditerranée. Ainsi, Jean de Valette est considéré comme un grand guerrier de l'histoire de France. Tout d'abord, sa victoire au siège de Malte fut un exploit militaire remarquable, arrêtant l'expansion ottomane en Méditerranée occidentale. Cette victoire eut un impact considérable sur l'équilibre des forces en Europe. De plus, Valette incarna les vertus chevaleresques de courage, de loyauté et de foi. Sa détermination face à un ennemi largement supérieur en nombre est devenue légendaire. Il sut inspirer et diriger ses hommes dans des conditions extrêmes, faisant preuve d'un commandement exceptionnel. Enfin, la carrière de Valette illustre l'importance des ordres militaires religieux dans la défense de la chrétienté. Bien qu'agissant principalement pour l'ordre de Saint-Jean, ses actions bénéficièrent à l'ensemble de l'Europe chrétienne, y compris la France. Après le siège, Valette supervisa la construction d'une nouvelle ville fortifiée à Malte, qui porte aujourd'hui son nom, La Valette.
Charles de Batz de Castelmore, mieux connu sous le nom de D'Artagnan, est une figure emblématique de l'histoire militaire française du XVIIe siècle. Né vers 1611 en Gascogne, il incarne l'esprit aventureux et chevaleresque de son époque. D'Artagnan commença sa carrière militaire en rejoignant la Compagnie des Gardes françaises à Paris vers 1630. Grâce à son courage et à son habileté à l'épée, il attira l'attention du cardinal de Richelieu qui le recommanda au capitaine des mousquetaires du roi, Monsieur de Tréville. En 1644, D'Artagnan intégra officiellement la Compagnie des mousquetaires, une unité d'élite chargée de la protection rapprochée du roi. Il se distingua rapidement par sa bravoure et sa loyauté, participant à de nombreuses campagnes militaires. Parmi les batailles importantes auxquelles D'Artagnan prit part, on peut citer le siège de Gravelines en 1644, où il y démontra sa valeur au combat, contribuant à la prise de cette ville stratégique. La bataille de Lens en 1648, où D'Artagnan combattit aux côtés du Grand Condé lors de cette victoire décisive contre les Espagnols. Le siège de Stenay en 1654, où il participa activement à cette opération militaire menée par le jeune Louis XIV. Puis le siège de Dunkerque en 1658, où D'Artagnan joua un rôle important dans la bataille qui mit fin à la guerre franco-espagnole. En plus de ses engagements militaires, D'Artagnan se distingua dans des missions diplomatiques et d'espionnage pour le compte de Louis XIV et du cardinal Mazarin. Sa loyauté et sa discrétion en firent un agent précieux de la couronne. D'Artagnan fut nommé capitaine-lieutenant des mousquetaires en 1667, la plus haute fonction de cette unité d'élite. Il occupa ce poste jusqu'à sa mort héroïque au siège de Maastricht en 1673, où il fut tué par une balle de mousquet alors qu'il menait une charge. Sa bravoure et son dévouement sans faille à la couronne en font un grand guerrier de l'histoire de France. Il incarna les valeurs de loyauté, de courage et d'honneur associées aux mousquetaires. De plus, D'Artagnan joua un rôle crucial dans des moments historiques importants, comme l'arrestation de Fouquet ou la protection du jeune Louis XIV pendant la Fronde. Sa carrière illustre la transition entre l'époque des guerres de religion et le règne absolu de Louis XIV. Bien que sa vie ait été romancée par Alexandre Dumas, le véritable D'Artagnan fut un personnage historique dont les exploits ont marqué son époque. Sa mort au combat, fidèle à son devoir jusqu'au bout, cimenta sa réputation de héros. Alors pour le guerrier suivant, je trouve deux prononciations différentes, Jean Bart et Jean Bart. Moi je vais utiliser Jean Bart, ok ? Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Jean Bart, né en 1650 à Dunkerque, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire maritime française. Issu d'une famille de marins, il prit la mer dès l'âge de 12 ans, forgeant son caractère et son expertise dans les eaux tumultueuses de la Manche et de la mer du Nord. Sa carrière de corsaire débuta véritablement en 1674 lorsqu'il obtint sa première lettre de marque du roi Louis XIV. Dès lors, Jean Bart se lança dans une série d'exploits qui allaient faire de lui une légende vivante. Son courage et son habileté au combat lui valurent rapidement une réputation redoutable auprès des ennemis de la France, notamment les Anglais et les Hollandais. L'un des épisodes les plus marquants de sa carrière a eu lieu en 1689. Capturé par les Anglais et emprisonné à Plymouth, Bart refusa de se résigner à son sort. Dans un acte d'une audace inouïe, il s'évada avec une vingtaine de ses hommes, traversant la Manche dans une simple chaloupe au nez et à la barbe de la marine britannique. Cet exploit, digne des plus grands romans d'aventure, ne fit qu'accroître sa renommée. Mais c'est peut-être lors de la bataille du Texel, en 1694, que Jean Bart démontra le mieux sa valeur pour la France. Alors que le pays était en proie à une terrible famine, il réussit à reprendre un convoi de blé, capturé par les Hollandais, assurant ainsi le ravitaillement vital du royaume. Cette action aussi courageuse que décisive lui valut la reconnaissance personnelle de Louis XIV, qui l'anoblit la même année. 2 ans plus tard, en 1696, Jean Bart remporta l'une de ses victoires les plus éclatantes lors de la bataille de Dogger Bank. Face à une flotte hollandaise supérieure en nombre, il fit preuve d'un talent tactique exceptionnel, parvenant non seulement à protéger un important convoi commercial français, mais aussi à capturer plusieurs navires ennemis. Le point culminant de sa carrière militaire fut sans doute sa nomination comme chef d'escadre en 1697, consécration suprême pour cet homme parti de rien. Cette promotion faisait suite à une nouvelle victoire spectaculaire contre une escadre hollandaise où il captura 5 vaisseaux ennemis, malgré une infériorité numérique flagrante. Son patriotisme inébranlable et sa loyauté envers la France, malgré les offres alléchantes des puissances étrangères, en faisaient un modèle de vertu aux yeux de ses contemporains. Lorsqu'il s'éteignit en 1702 dans sa ville natale de Dunkerque,
Jean Bart laissait derrière lui l'héritage d'un guerrier exceptionnel. Son parcours illustre parfaitement le rôle crucial que jouèrent les corsaires dans la stratégie navale de Louis XIV, contribuant à faire de la France une puissance maritime de premier plan. Plus qu'un simple marin, Jean Bart incarna l'audace, le courage et le dévouement à la patrie, des qualités qui en font encore aujourd'hui l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Alors les connaisseurs vont me dire, mais pourquoi tu choisis Lannes plutôt que Davout ? Je vais vous expliquer pourquoi. Jean Lannes, né en 1769 à Lectoure dans le Gers, s'est élevé des rangs les plus modestes pour devenir l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Fils d'un palefrenier, il commença sa carrière comme un simple soldat avant de gravir rapidement les échelons, grâce à son courage exceptionnel et ses talents militaires. La carrière de Jean Lannes prit son envol pendant les guerres révolutionnaires. Il se distingua particulièrement lors de la campagne d'Italie de 1796 à 1797, où il attira l'attention de Napoléon Bonaparte. Lors du siège de Daigo, Lannes mena personnellement une charge audacieuse qui contribua à la victoire française, démontrant ainsi son intrépidité au combat. Sa bravoure fut à nouveau mise en lumière lors de la campagne d'Égypte en 1798 et 1799. À la bataille d'Aboukir, Lannes joua un rôle crucial en repoussant une sortie ottomane, consolidant sa réputation de guerrier intrépide et de tacticien habile. De retour en Europe, Lannes continua à s'illustrer dans les grandes batailles napoléoniennes. À Montebello en 1800, il tient tête à des forces autrichiennes largement supérieures en nombre, permettant à Napoléon de remporter une victoire décisive. Cette performance lui valut le surnom de Roland de l'armée et le titre de duc de Montebello. Lannes se distingua également à Austerlitz en 1805, où il commanda l'aile gauche de l'armée française. Sa manœuvre habile contribua grandement à la victoire écrasante de Napoléon sur les forces austro-russes. Lors de la campagne de Prusse et de Pologne en 1806-1807, Lannes continua à briller. À Iéna, il mena une attaque audacieuse qui brisa les lignes prussiennes. À Friedland, son corps d'armée joua un rôle décisif dans la défaite des Russes. Et la dernière grande bataille de Lannes fut celle d'Essling en 1809. Bien que cette bataille se soit soldée par un revers pour les Français, Lannes y démontra une fois de plus son courage en tenant tête aux Autrichiens dans des conditions extrêmement difficiles. Malheureusement, c'est lors de cette bataille qu'il fut mortellement blessé, succombant à ses blessures quelques jours plus tard. Ainsi, Jean Lannes, pour moi, est l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Son courage personnel était légendaire, n'hésitant jamais à mener ses hommes au combat. Ses talents tactiques étaient remarquables, capable d'évaluer rapidement une situation de bataille et d'agir en conséquence. Et en plus, Lannes était adoré par ses hommes pour sa sollicitude et son commandement inspirant. Napoléon lui-même considérait Lannes comme l'un de ses meilleurs maréchaux, louant sa bravoure et son intelligence militaire. La carrière de Lannes, de simple soldat à maréchal d'Empire, illustre parfaitement les opportunités offertes par la Révolution et l'Empire aux hommes de talent, indépendamment de leur origine sociale. Albert Séverin Roche, né en 1895 à Rémy, en Savoie, est devenu l'un des soldats les plus décorés de la Première Guerre mondiale et un héros emblématique de l'histoire militaire française. Surnommé le premier soldat de France par le maréchal Foch, Roche incarna le courage et la détermination des poilus français face à l'adversité. Engagé volontaire en 1914 à l'âge de 19 ans, Roche fut d'abord affecté au 30e bataillon de chasseurs alpins. Il se distingua rapidement sur le champ de bataille pour sa bravoure et son habileté au combat. Sa première action d'éclat eut lieu en juin 1915, lors de la bataille de l'Hartmannswillerkopf, j'espère que je l'ai bien prononcé, en Alsace, où il captura seul des soldats allemands. Tout au long de la guerre, Roche participa à de nombreuses batailles cruciales. Il combattit notamment à Verdun en 1916, où il se distingua en repoussant plusieurs assauts ennemis. En 1917, lors de la bataille du Chemin des Dames, il réalisa un exploit remarquable, en capturant à lui seul à nouveau des soldats allemands. L'un des faits d'armes les plus célèbres de Roche eut lieu en juillet 1918 lors de la seconde bataille de la Marne. Alors que son unité était encerclée, il réussit à traverser les lignes ennemies pour aller chercher des renforts, sauvant ainsi ses camarades d'une capture certaine. Cette action lui valut la Légion d'honneur. Au cours de la guerre, Roche fut blessé, à 9 reprises, dont 5 fois, grièvement. Malgré ses blessures, il retournait invariablement au front dès qu'il était rétabli, faisant preuve d'une détermination inébranlable. Au total, on estime qu'il captura près de 1200 soldats allemands.
Il était réputé pour sa capacité à accomplir des missions jugées impossibles, souvent en agissant seul ou avec un petit groupe d'hommes. Son audace et son sang-froid, dans les situations les plus périlleuses, étaient légendaires. De plus, Roche incarnait les valeurs de patriotisme et de dévouement qui caractérisaient les poilus. Malgré ses nombreuses décorations, dont la médaille militaire et la croix de guerre avec 9 palmes, il resta modeste et attaché à ses camarades de combat. Ainsi, Albert Séverin Roche, par ses exploits extraordinaires, son courage et son dévouement à la patrie, s'est imposé comme l'un des plus grands guerriers de l'histoire de France. Son parcours dépeint la bravoure et la résilience des soldats français pendant la Première Guerre mondiale, faisant de lui un symbole durable de l'héroïsme militaire français. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur l'histoire de France qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt!